Jean-Louis, c'était le gros événement de la semaine passée, le départ de Luca Di Montezemolo. Alors concrètement, ça va changer quoi au sein de la Scuderia? Est-ce que Fernando Alonso va rester ou va partir? Eh bien, pour ce qui concerne déjà Luca Di Montezemolo lui-même, ça change tout, effectivement, parce que ça veut dire que Sergio Marchionne, qui est le tout-puissant patron du groupe Fiat Chrysler, va prendre les choses en main. On sait bien qu'il a besoin de Ferrari parce que c'est plus brillant, plus sophistiqué, plus populaire que Fiat et Chrysler pour se mettre en bourse au marché de New York. Et en l'occurrence, il fallait que Ferrari soit là. Mais pour que Ferrari ait vraiment toute son importance, il faut que Ferrari gagne. Vendre des Ferrari, c'est très bien, et Montezemolo, d'ailleurs, l'a très bien fait. C'est la compétition qui a perdu Luca Di Montezemolo, parce qu'il s'est peut-être trop appuyé sur les gens qu'il ne fallait pas, après le départ de Jean Todt. Il a provoqué cette réitalianisation, on l'a déjà dit, de Ferrari, et ça lui a coûté cher. La Ferrari, elle a plongé inéluctablement après le départ du manager français, qui est devenu maintenant président de la FIA, et Montezemolo n'a pas été capable de rattraper la situation. Donc ça coûte cher. Alors, pour ce qui concerne Alonso directement, eh bien, le signal d'un changement qui sera sans doute Sergio Marchionne aux commandes, peut-être Mattiacci à la direction de l'usine des GT, les Ferrari de production, et un Ross Brawn ou quelqu'un d'autre à la direction de la Scuderia, c'est un signal fort pour Fernando Alonso. Ça veut dire, voilà, on a compris que tu pouvais pas gagner, on va te redonner une voiture pour gagner. Mais le problème, c'est qu'on va lui redonner quand cette voiture? Si c'est dans 1 an, c'est super, mais je n'y crois pas. Ça peut être dans 2 ans ou 3 ans. Et ça peut pousser vraiment Alonso à la porte de la Scuderia pour aller voir ailleurs, si l'herbe est plus verte, pourquoi pas Red Bull Renault, puisqu'on en parle à peu près sur tous les sites depuis aujourd'hui. Jean-Louis, avant de rejoindre Singapour, vous avez fait étape en Chine pour suivre la Formule I. Alors sincèrement, c'était comment ? Eh bien écoutez, j'entends beaucoup de critiques et j'entends beaucoup de titres ronflants et vraiment super. Je crois que la vérité c'est entre les deux. Voilà ce qui était pas mal. Déjà la course n'était pas si mal que ça. Il y a eu un retentissement assez important dans le monde à cause de l'accident entre Prost et Hetfeld. Je vous raconte une anecdote. Les qualifications se déroulent en 4 groupes différents et dans l'un des groupes c'était Bruno Senna qui avait le meilleur temps, et je m'imaginais une première ligne Prost-Senna avec enfants et neveux respectifs, et je m'imaginais un accident. Prost et Senna, vous voyez le tremblement de terre. Bref, je referme la parenthèse, c'était quelques spéculations de ma part, mais bon, il y a eu cet accident, ça leur a donné un retentissement. Les voitures sont bien faites, propres, très fiables, c'est de la mécanique simple, mais de la mécanique bien. Elles ont pris à Pékin la meilleure d'entre elles, je crois, environ 192 km/h en pointe. C'est pas si mal que ça. Bon, alors de l'autre côté, il y a le circuit qui est pas terrible, mais c'est de l'improvisation. On fait ça en très peu de jours. D'une part, on fait ça en très peu de jours, et deuxièmement, on fait ça à Pékin, à un endroit qui est difficile. Bon, il y a un DJ qui est agaçant, il y a de la musique, c'est du marteau en permanence, ça vous résonne dans les oreilles. Je crois que c'est fait pour couvrir un peu le grincement des machines, parce que les machines finalement sont assez silencieuses. Alors bien sûr, ceux qui adorent la F1 me disent non mais ça remplacera pas la F1, mais je crois pas que ce soit destiné, la Formule électrique, à remplacer la F1, ou peut-être à l'horizon 2040. En tout cas pour l'instant, il n'en est pas question. C'est un championnat à part qui désire d'ailleurs devenir un championnat du monde, et peut-être que ça se fera. Alors rentrons à présent dans le vif du sujet. Singapour, c'est le 2e circuit en ville de la saison. Qu'est-ce qui le différencie de Monaco ? Ce qui le différencie de Monaco, c'est la nuit, déjà pour commencer, la chaleur, la nuit qui est magique, et du coup, Singapour est devenu un must comme Monaco. Ce qui le différencie aussi, c'est qu'il y a 23 virages, il y en a encore plus qu'à Monaco, et je crois que l'ensemble est un circuit beaucoup plus fatigant que Monaco, mais ça on y reviendra. Bon, en revanche, on n'a jamais eu de pluie ici à Singapour, et je sais que quand elle tombe, la pluie, je l'ai vue tomber, elle est terrible. On n'a jamais eu de pluie. Est-ce qu'on va passer au travers encore cette fois? On verra. Sinon, la course pourrait être arrêtée. Voilà les grandes différences avec Monaco. Mais je le répète, Singapour et Monaco, c'est 2 musts, c'est une vraie fiesta. Et c'est toujours sympa d'aller à Singapour, comme c'est sympa d'aller à Monaco. Alors Jean-Louis, vous l'avez dit, chaleur, on sait que la piste est aussi bosselée. Est-ce que c'est un tracé casse-tête et particulièrement usant à la fois pour les pilotes et leurs machines ? Oui, absolument.
Absolument, absolument, parce que l'humidité varie dans les 70 à 90%, parce que 23 virages, c'est fatigant, parce que le Grand Prix est long. C'est le Grand Prix le plus long de l'année. Pour les pilotes, c'est vraiment très dur. Alors, j'en viens aux voitures. Ce n'est pas difficile pour le moteur, et ça c'est Renault Sport qui le dit. En revanche, c'est très difficile pour l'électricité et surtout la recharge des batteries. Côté châssis, il faut beaucoup d'appui aérodynamique. Les suspensions doivent être souples parce qu'il y a beaucoup de bosses et puis qu'il faut de la motricité en sortie de virage lent. Donc c'est des voitures toujours très fatigantes à conduire. En plus, elles adhèrent bien parce que Pirelli apporte des pneus super tendres et tendres. Donc vous voyez qu'il y a de quoi avoir de l'adhérence. Je crois que le total de cela, c'est qu'il faut faire attention à la voiture de sécurité. Ça permettra de limiter la consommation de carburant qui est énorme ici, quand on tourne non pas au ralenti mais derrière la voiture de sécurité. Voilà des tas de paramètres un peu nouveaux par rapport aux deux circuits que l'on vient de vivre qui sont Spa-Francorchamps et Monza. Jean-Louis, petite question. On sait que les écuries ont atteint pour certaines leur quota de moteur, voire même dépassé. Et quel crédit peut-on accorder aux qualifications qui vont se dérouler à Singapour ? Eh bien, on peut leur apporter beaucoup de crédit parce que ce n'est pas facile de dépasser à Singapour. Il faut une bonne position sur la grille de départ, même s'il y a deux zones de DRS, c'est-à-dire d'aileron arrière mobile qui facilitent les dépassements. Il faut une bonne position et je crois que les écuries n'hésiteront pas à effectuer de belles qualifications. Jean-Louis, dernière question. La FIA vient d'interdire certaines communications radio entre les équipes et leurs pilotes. Alors qu'est-ce qu'elle craint sincèrement ? Mais je pense qu'elle ne craint rien, la FIA. Je pense qu'elle a raison de contingenter ces liaisons radio. Pour la simple et bonne raison, c'est que moi je suis d'avis qu'il y a assez de pilotes robots obéissant aux ingénieurs qui eux-mêmes se prennent pour des pilotes. Non, il faut que le pilote retrouve sa situation privilégiée, sa capacité de commandement de sa course et de son destin. Franchement, c'était devenu pratiquement lamentable. Laisse-le passer, fais ceci, fais cela, contrôle la pression, ralentit sur la consommation de carburant. Non, ça c'est trop. Et je crois simplement que ce que l'on peut reprocher à la FIA, c'est de n'avoir pas pris cette décision plus tôt. Parce que finalement, on aurait eu des courses plus intelligentes. Ça commence ici à Singapour.